Les matins de France Culture, Guillaume Erner. On va évoquer l'attractivité de la France, emploi, productivité, investissement, avec une manifestation Choose France. Choisir la France, organisée hier par le président de la République Emmanuel Macron. Nous sommes en compagnie de Natacha Valla. Vous êtes économiste, doyenne de l'école de management et de l'innovation de Sciences Po, et on vous doit notamment Le futur de la monnaie aux éditions Odile Jacob. Xavier Timbaud, bonjour. Vous êtes vous aussi économiste, directeur principal de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Mais justement, avant de parler de l'attractivité de la France, je veux évoquer, hélas, l'attractivité des variants du coronavirus. Alors, il y avait le variant Delta, celui-ci, on y était habitué. Voici maintenant en Inde le variant Delta+, sans entrer dans les détails, puisque vous êtes tous les deux économistes et non pas épidémiologistes. Mais lorsqu'il s'agit de voir comment l'économie va repartir, a-t-on mesuré, par exemple, à l'OFCE, Xavier Timbaud, la manière dont ces variants et une non-fin de la pandémie, puisque celle-ci, effectivement, est atténuée en France. On recommence à vivre presque comme avant, mais le tout est dans le presque. Qu'en pensez-vous ? Vous l'avez dit, on n'est pas épidémiologiste, donc à l'OFCE, on subit la pandémie, un peu comme nous tous, c'est-à-dire qu'on la constate et on essaye d'anticiper quelles en sont les conséquences. Donc oui, on découvre la perspective, la possibilité, c'est plus un risque aujourd'hui que vraiment quelque chose d'avéré, mais de nouveaux variants qui pourraient induire à nouveau des confinements. Et ça, par contre, on sait assez bien ce que ça fait. Quand on confine, ça a des conséquences qui sont très fortes sur l'économie. Alors, on confine mieux, entre guillemets, qu'on a pu le faire au mois de mars 2020. Mieux, c'est-à-dire moins cher. Mieux, c'est-à-dire à la fois moins cher, peut-être plus efficace aussi sur le plan sanitaire, et avec beaucoup moins de perturbations dans la vie de tous les jours. Donc à la fois nos libertés individuelles, qui sont quand même un élément assez important, et puis la capacité des économies à continuer à fonctionner, à produire, et donc ça limite aussi les nécessités de soutien apporté à l'économie. Mais par contre, on est quand même obligé de fermer un certain nombre de secteurs, d'interdire un certain nombre d'activités. On constate aussi qu'il y a moins de touristes. Et dans un pays dont une partie de la balance commerciale est quand même réalisée sur le tourisme, ça a des conséquences qui sont assez fortes. Et là, il y a des pertes d'activité. Pour vous donner un ordre de grandeur, pendant le premier confinement, au mois de mars 2020, on a observé des chutes d'activité de 30%, ce qui est considérable. On est aujourd'hui en dessous d'une activité normale, entre guillemets, quelque chose qui est de l'ordre de 5%. Enfin, en tout cas, c'était le dernier confinement. Et la sortie du dernier confinement, peut-être qu'on est un peu mieux aujourd'hui. C'est ça, parce au mois de juin. Aujourd'hui, il n'y a plus de confinement. Oui, mais c'est depuis le 9 juin, quoi. Enfin, donc c'est quand même quelque chose de très, très récent. Donc peut-être qu'on est revenu, peut-être quasiment à la normale. Et si on devait reconfiner... Alors, la normale... C'est une bonne question, la normale. Qu'on pose pas trop, parce qu'on est sur des chiffres qui sont tellement grands que finalement, qu'est-ce que c'est exactement la normale ? On a un peu perdu le fil là-dessus. Ce que je veux dire, Xavier Timbaud, c'est qu'on voit par exemple qu'il y a moins de touristes, peu de touristes lointains, comme par exemple des touristes chinois ou américains qui étaient largement contributeurs. Donc on voit que c'est une normale un peu anormale. Alors, vous avez raison, Guillaume, mais si on regarde ce qui s'est passé à l'été 2020, où il y avait assez peu de touristes étrangers, malgré tout, il se trouve que les touristes français avaient beaucoup d'argent à dépenser. Et donc, par exemple, dans la restauration, il y a eu une activité très élevée pendant l'été 2020, même si dans l'hôtellerie, par exemple, c'était un petit peu en dessous des habitudes. Donc, voilà, il faut pas être trop pessimiste, mais ce qui est clair, c'est qu'un nouveau variant va peser au moins sur le tourisme, et donc, va poser des problèmes assez important finalement à l'économie française. Natacha Valla. Et de façon complémentaire, moi, il me semble qu'on est... Alors, c'est une leçon d'humilité, effectivement, pour les prévisionnistes et pour les économistes qui ont l'habitude de se baser sur le passé pour prévoir le futur. Mais effectivement, les outils d'analyse de la pandémie sont plus solides aujourd'hui. La vraie question que ça pose, à mon avis, c'est cette séquence qu'on arrive à anticiper sans vraiment l'anticiper, parce qu'on a collectivement envie de croire que ça va mieux. On a envie de réaliser les choses dont on s'est privé pendant des mois. Ça nous indique quelque chose sur la nouvelle normalité
normalité, ou ce qu'on pourrait appeler la réalité post-pandémie. En fait, peut-être que la réalité post-pandémie, entre guillemets, ce sera une réalité avec une pandémie latente, où nos modes d'organisation et nos modes de production vont devoir s'ajuster de façon beaucoup plus pérenne. C'est-à-dire que concrètement, on commence à revenir sur des réflexions, le télétravail, finalement peut-être un jour ou deux, ça va suffire par semaine. Ça, point d'interrogation. Peut-être que cette nouvelle norme, elle devra s'accommoder d'une plus grande flexibilité, et non seulement d'une plus grande flexibilité, mais de nouvelles façons de s'organiser. Et on a acquis des choses pendant la pandémie. Je pense à des secteurs qu'on connaît très bien ici, les secteurs de la culture, des arts performatifs. On a développé des captations, des nouvelles façons, une nouvelle façon de faire l'économie de ces secteurs. Et je pense qu'il faut maintenant capitaliser un peu sur ces nouvelles idées et voir ce qu'on peut vouloir garder comme plan de contingence finalement par rapport à une situation sanitaire très aléatoire. Alors, on va revenir là-dessus, mais vous, Natacha Valla, qui êtes une économiste particulièrement intéressée par les phénomènes monétaires, la situation est là aussi complètement inédite. La une des Échos évoque l'équation difficile de Bercy pour le budget 2022 avec 15 mois de quoi qu'il en coûte et des sommes gigantesques qui ont été déversées dans l'économie. Ça aussi, ça doit remettre complètement en cause votre vision de l'économie ? Alors ça, effectivement, ce qui est sûr avec la pandémie, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est qu'on a eu des circonstances qui ont justifié, sans restriction et sans conteste, une politique monétaire très accommodante et une politique budgétaire très accommodante. Concrètement, ça veut dire... Il faut définir ce que ça veut dire dans les deux cas. J'en viens. En politique monétaire très accommodante, aujourd'hui, ça veut dire des taux d'intérêt très très bas, un refinancement de l'économie à des conditions très favorables. Et puis il n'a jamais été aussi facile de s'endetter. Non. Là, pour le coup, historiquement, on est à des niveaux de taux d'intérêt négatifs pour la plupart des temps d'horizon des emprunts. Donc ça, c'est vraiment très nouveau. Et la Banque centrale a injecté des quantités de liquidités assez phénoménales, on peut le dire, et qui sont venus en soutien finalement du financement public. Donc tout ça, c'est bien arrangé. Et on a eu un soutien public à la demande de façon très, très court terme, c'est-à-dire une façon très keynésienne. On soutient la demande à un moment où on a un choc dont on ne sait pas trop si c'est un choc d'offre ou de demande. Et en fait, c'était un peu les deux. Et finalement, la question du budget de Bercy, ça nous dit on a beaucoup dépensé l'année dernière, on avait pas mal dépensé l'année d'avant. Quand je dis l'année dernière, c'est cette année, puisqu'on parle du budget de l'année prochaine. À partir de quand on va revenir sur des budgets qui ne seront plus en déficit trop massif. Et ça, il faut bien garder en tête que l'équilibre des finances publiques nous dicte. Alors, aujourd'hui, tout va bien, la dette se finance très bien, il y a beaucoup d'investisseurs, mais on ne sait jamais. Donc, au bout du compte, il faudra revenir à une conduite des finances publiques plus raisonnable. Et quand est-ce que ça va advenir ? Mais c'est la question qu'on se pose, parce que, je vais vous le dire de manière très prosaïque, Natacha Valla, on a l'impression finalement que pour l'instant tout s'est bien passé, alors qu'il y avait énormément de Cassandre. On n'aura pas la cruauté de rappeler certaines prévisions, mais celle-ci était... Xavier Timbaud fait une grimace, mais il y avait vraiment des prévisions qui étaient très noires. On a l'impression que tout ceci n'est pas complètement annulé, et un jour on se dit qu'on va devoir payer l'addition. Il faudra se pencher sur la question très sérieusement. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à partir de maintenant, et c'est vraiment un message fort, à la façon dont on va dépenser cet argent public. On a eu raison d'avoir des dépenses très ciblées sur le soutien à l'emploi, le soutien à l'activité, mitiger les inégalités. Aujourd'hui, il faut vraiment penser à une dépense publique qui soit axée sur la croissance de demain. Et ça demande une vision, ça demande une stratégie et sans doute aussi des choix. Et ce ne sera pas forcément facile. Mais alors, justement, à l'OFCE, on étudie cela, Xavier Timbaud, et je me disais, donc, aujourd'hui, il y a énormément d'argent qui a été déversé dans l'économie, comme le rappelait Natacha Valla. Il n'a jamais été aussi simple d'emprunter de l'argent, ce qui explique pourquoi l'économie va finalement aussi bien, ce qui est très contre-intuitif, avec moins, par exemple, de faillites que l'année d'avant, alors que l'économie a été stoppée pour une grande partie.
En revanche, il y a quelque chose dont on ne sait rien, c'est tout d'abord la question de la productivité, la manière dont l'économie a été réorganisée avec la pandémie, le télétravail, un certain nombre de processus qui ont été numérisés plus encore. Est-ce que ça va apporter des gains de productivité? Est-ce que ceci doit être pérennisé? Bref, lorsque l'économie va repartir à plein, est-ce qu'on va profiter de cette pandémie ou est-ce qu'elle va peser sur nous pendant de nombreuses années? Alors, on ne sait pas, Guillaume, on ne sait pas. Alors, on ne sait pas, ça veut dire, ça ne veut pas dire on n'y réfléchit pas et on n'essaye pas de débroussailler. Mais on est face à quelque chose de très touffu. Très touffu parce que, en fait, voilà, c'est un choc énorme. Il y a eu beaucoup de turbulences et de tourbillons dans l'économie. On a vécu un moment très, très particulier qui a remis en cause plein de choses. On va sortir de cette crise dans un état qui n'est pas du tout celui dans lequel on est entré, ne serait-ce qu'en termes de dette publique, par exemple. Et donc, la question, c'est de savoir effectivement qu'est-ce qui va se passer à partir de là. Alors, on a des points plutôt positifs, c'est-à-dire qu'on se dit, il y a des tabous qui ont été brisés sur la numérisation, sur le télétravail, qui peuvent être porteurs de plus grande efficacité, de plus grand confort. Ça, a priori, ce sont des gains de productivité. Ils sont essentiels, les gains de productivité pour l'économie. A priori, après le télétravail, certains vous disent, oui mais attention, quand les gens ne se rencontrent plus, il ne se crée plus ces étincelles entre les individus, c'est beaucoup plus difficile de manager dans ces conditions, donc peut-être que le télétravail a des aspects négatifs. Un petit peu, si vous voulez, l'idée que quand on fait du télétravail, on utilise en quelque sorte un capital d'organisation et de projet, et que quand ce capital est épuisé, il faut retourner ensemble pour recréer des projets et des dynamiques. Et peut-être que ça a bien marché pendant la pandémie parce que c'est resté limité dans le temps, mais qu'au bout d'un moment, on arrive au bout de ce schéma. Bon, la numérisation peut aussi apporter beaucoup d'efficacité. Là aussi, il y a des choses qui sont développées. Mais de l'autre côté, on craint un certain nombre de choses. D'abord, les entreprises vont être marquées par cette crise sanitaire, parce que beaucoup d'entre elles vont avoir accumulé des dettes, perdu de l'activité, malgré les systèmes de soutien et tous les éléments de trésorerie auxquels elles ont pu avoir accès, il va y avoir des conséquences. Est-ce qu'elles vont moins investir? Est-ce qu'elles vont perdre en compétitivité? Est-ce qu'elles vont être moins à même de prendre des risques? Ou est-ce qu'elles, au contraire, elles vont être aiguillonnées pour plus innover, pour se restructurer? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Certains économistes, moi j'y crois pas trop à cette idée, mais certains économistes vous disent on a tellement soutenu les entreprises qu'on a soutenu, y compris des entreprises qui auraient dû disparaître. Et donc du coup, comme on ne les a pas vues disparaître, on pourrait se dire c'est une bonne nouvelle, elles n'ont pas disparu, mais en fait on a en quelque sorte interrompu ce processus de sélection un peu darwinien, si vous voulez, dans l'économie. Et ça pourrait peser sur la productivité, parce qu'en quelque sorte, comme aurait dit Schumpeter, qu'on cite souvent aujourd'hui, mais Schumpeter jeune, en fait, on va hériter de canards boiteux de cette crise. Donc, ce qu'on appelle des compagnies zombies. Ou des compagnies zombies aujourd'hui, effectivement. C'est-à-dire des compagnies qui sont soutenues artificiellement, mais en réalité n'ont pas de viabilité intrinsèque. Voilà. Alors, plus un autre élément qui, lui, sera peut-être le dominant, en fait, parce que parfois, il faut aussi essayer de réfléchir simplement, qui sera ce qui va se passer sur le tourisme. Donc, vous avez évoqué le variant Delta, Delta+. Peut-être ça n'aura pas beaucoup de conséquences sur notre société, parce que les gens sont vaccinés, parce qu'on aura des modalités de confinement légers qui seront assez efficaces. Par contre, ça risque d'avoir des conséquences très fortes sur les mouvements de personnes sur la planète, en particulier entre les continents. Et ça peut coûter beaucoup à la France, qui a une offre touristique très importante, et qui, jusqu'à maintenant, avait un modèle économique qui reposait sur des touristes qui venaient de l'extérieur pour profiter du patrimoine touristique de la France. Ça peut être un choc assez dur, parce que le tourisme, par ailleurs, est un secteur qui absorbait de la main-d'œuvre jeune, peu qualifiée, qui était plutôt bien rémunérateur. Si on perd ce pan de l'économie, voilà, par quoi il va être remplacé? Est-ce que ça va se traduire par un chômage de masse des jeunes, des pressions à la baisse sur les salaires? Ça, c'est des enchaînements en fait, économiques auxquels on peut se retrouver devoir faire face, et qui sont des choses qui peuvent persister et durer très longtemps. Avec ce nouveau phénomène, Natacha Valla, qui est quand même très étonnant, en France, mais il est observé partout ailleurs, y compris aux États-Unis, il y a des emplois non pourvus. On l'a évoqué, les emplois non pourvus, par exemple, dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, donc ils sont évalués à 100 000 en France. Ils freinent
bien entendu la reprise, puisque lorsqu'un emploi est non pourvu, c'est du chiffre d'affaires qui n'est pas fait et les bouclages ne se font pas. Comment observez-vous ce phénomène, là aussi tout à fait surprenant ? Alors ça, c'est la question, la grande question de l'ajustement du marché du travail aux soubresauts cycliques ou aux soubresauts conjoncturels auxquels on assiste aujourd'hui. C'est vrai que la reprise aujourd'hui, si on fait abstraction de ces risques sur les nouveaux variants et de ce qui pourrait advenir à l'automne, aujourd'hui, les indicateurs d'activité économique en temps réel sont bons, voire même très bons. Or, ce qu'on observe aussi, c'est que du côté du marché du travail, effectivement, il y a un premier phénomène qui commence à être vraiment tangible et à mordre dans certains secteurs, dont la restauration. C'est qu'avec la pandémie, finalement, on a eu une rupture, un choc assez fort sur l'offre de travail. Les gens se sont dit, alors peut-être qu'on veut changer, ça a poussé à des réflexions profondes sur le style de vie, sur l'organisation de la vie et sur les secteurs d'activité. Donc ça, en termes d'économistes, c'est une correspondance entre l'offre et la demande qui a été un peu rompue. Le mécanisme usuel, huilé, y compris le mécanisme des emplois saisonniers, ne fonctionne plus comme avant. Alors, typiquement, et ça, on devrait l'appeler de nos voeux, typiquement, quand on a un choc avec beaucoup moins d'offres de travail que ce qu'il y aurait d'emplois à pourvoir, on devrait voir des pressions salariales. Et ces pressions-là, donc, on aimerait bien augmenter. on aimerait bien voir les salaires augmenter, effectivement. C'est ce qu'a proposé Joe Biden, par exemple. Ça reboucle. Alors, il y a une grande cohérence, en réalité, dans les propositions dans ce domaine-là. Il y a une grande cohérence aussi avec les politiques macroéconomiques qu'on évoquait tout à l'heure, notamment le soutien de la Banque centrale qui, elle, appelle de ses voeux et très fortement plus d'inflation. Et donc, une pression par les salaires, ce serait le meilleur moyen d'avoir de l'inflation pérenne. Pas de l'inflation trop élevée, qu'on reste bien entendu, mais aux alentours de 2%, ça serait quand même très bien. Donc, est-ce qu'on va voir la réalisation de cette tension sur les salaires? Moi, j'espère. Mais vous l'observez en France actuellement? C'est trop tôt? Je pense que c'est trop tôt, mais il faudra voir. Je pense que les enseignements de cet été vont être très, très, très intéressants parce que ça nous permettra de voir effectivement dans quelle mesure le marché du travail a su réagir de façon normale, finalement, par le biais de l'évolution des salaires. Et le deuxième point, quand même aussi, et ça fait le lien avec ce que Xavier disait tout à l'heure, c'est qu'on va avoir une nouvelle distribution, des nouveaux emplois, une nouvelle façon de pouvoir pourvoir les emplois, et donc la formation devra aussi s'ajuster. Natacha Valla, Le futur de la monnaie, c'est le livre que vous avez publié aux éditions Odile Jacob. Xavier Timbaud, directeur principal de l'Observatoire français des conjonctures économiques. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour évoquer la manière dont l'exécutif vante la stabilité de notre pays aux investisseurs étrangers attirer de nouvelles entreprises au moment où la pandémie semble décliner. 8h sur France Culture, excellent réveil à tous. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Hier s'est tenue autour d'Emmanuel Macron la 4e édition de la réunion d'investisseurs internationaux Choose France à Versailles. Ce sont 3,5 milliards d'euros de projets qui ont été annoncés. Nous sommes en compagnie de Natacha Valla, économiste, doyenne de l'école de management et l'innovation de Sciences Po. On vous doit notamment Le futur de la monnaie aux éditions Odile Jacob. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la France reste l'un des pays les plus attractifs en Europe, mais recule davantage que ses concurrents en nombre d'investissements. Xavier Timbaud, les parts de marché à l'export de la France, eux, reculent par rapport à ses concurrents européens. Ce qui pose la question finalement de savoir ce que cette pandémie va faire à notre industrie en matière de compétitivité, en matière de formation également des individus. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire un bilan alors même que cette pandémie n'est pas complètement terminée? Non, c'est pas possible de faire un bilan. On peut avoir des idées sur des lignes directrices pour le futur, mais c'est assez difficile de faire un bilan. Le premier point qu'on peut dire, c'est on a appris de 2008 et du fait que quand il y a une crise très importante, le tissu productif, l'industrie, mais même au-delà de l'industrie, peut être durablement attaqué et affaibli, et que dans le mouvement de reprise qui s'engage ensuite, il se crée une course entre les différents pays, en particulier à l'intérieur de la zone euro,
qui fait que ceux qui sont les plus affaiblis risquent de perdre des parts de marché. Et ça a été très net dans l'après de la crise 2008. Donc là, c'est une des raisons pour lesquelles on a fait ce soutien aussi massif, ce quoi qu'il en coûte à l'économie. L'idée était de dire, voilà, cette crise doit laisser le moins de traces possible. Maintenant, on l'a dit un peu plus tôt ce matin avec vous, Guillaume, cette crise, elle va provoquer des changements qui sont difficiles à anticiper. Et le changement, c'est quelque chose auquel le tissu productif doit s'adapter. Et c'est difficile de savoir si ça va se faire avec éclat ou si ça va être difficile. Donc ça, c'est un élément qui est un peu complexe. Et puis après, il y a ce qu'on peut anticiper du futur. Et encore une fois, la question du tourisme, de l'aéronautique, qui sont deux spécialités françaises, sont quand même en suspens dans cette crise, pour parler par euphémisme. Et là, ça, c'est un autre point auquel l'économie française va devoir s'adapter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des actifs productifs, du capital dans des secteurs qui va devoir se déplacer, en tout cas, ou des gens qui vont devoir accepter leurs pertes. Et puis, il y a beaucoup de qualifications de salariés, de gens qui étaient employés ou qui étaient aussi des non-salariés, qui vont devoir se reconvertir, s'adapter à cette nouvelle donne. Et on sait que ça, c'est des processus qui peuvent être très longs et très douloureux socialement, parce que tout le monde n'a pas la capacité de sauter d'un secteur à l'autre, de traverser la rue pour retrouver un emploi aussi facilement que ça. Donc, voilà, on est dans un contexte dans lequel... oui, on peut avoir des inquiétudes. Ces inquiétudes ne doivent pas nous conduire au pessimisme, mais elles doivent bien entendu alimenter de la vigilance sur ces questions. Et puis aussi, Natacha Valla, parce que la France est censée avoir une formation continue qui est perfectible. On insiste toujours beaucoup, alors vous allez nous donner votre point de vue là-dessus, sur la manière dont la population française, la population active, est bien formée pour répondre aux besoins des secteurs qui sont aujourd'hui les plus performants, ceux sur lesquels nous devrions être particulièrement présents. Alors, ça, c'est un élément central parce que ça fait partie vraiment de la toile de fond de l'attractivité de la France comme pays d'investissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de liquidités dans le monde qui cherchent à s'investir, donc qui cherchent les zones qui vont être les zones de croissance de demain. C'est ce dont on parle quand on parle de l'attractivité de la France. C'est ce dont parle le président quand il invite à Versailles les grands chefs d'entreprise mondiaux. Et en réalité, que viennent chercher les investisseurs quand ils viennent ouvrir des usines en France ou faire des investissements ? C'est les grands traits, les grandes forces de la France. Alors, il y a un peu ce qu'on connaît depuis longtemps. On dit que la France est un système stable où le droit est rassurant, où on n'a pas d'instabilité institutionnelle. On sait aussi qu'il y a des infrastructures qui, même si elles vieillissent dans l'ensemble, sont quand même très, très favorables à l'activité économique. Et puis, il y a la formation, effectivement, la formation des employés, des travailleurs à tous les niveaux de qualification. Et là, aujourd'hui encore, on peut dire que la France est dotée d'un système qui lui permet de produire des ingénieurs, de produire des qualifications qui sont en plus pas très chères sur le marché du travail par rapport à d'autres pays comparables. Donc c'est un point qui aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, est encore un avantage comparatif de la France, mais effectivement, et vous avez très bien posé la question, le processus d'éducation, c'est un processus long. On s'éduque depuis la naissance jusqu'à... Alors, c'est le jusqu'à aussi qui est intéressant, parce qu'on disait auparavant que jusqu'à 20-25 ans, et puis maintenant, le jusqu'à, il peut s'allonger sur vraiment toute la durée de vie. C'est toute la réflexion sur la formation continue. Et le point d'attention très fort, qui est une sonnette d'alarme, mais qui est sonné d'année en année depuis quelques années, c'est qu'on se rend compte que finalement, nos enfants sont dans un système éducatif qui perd en performance. Quand on le compare au système éducatif de l'école primaire de nos pères, on devient très très mal classé dans les fameux classements PISA, en littératie et en numératie. Et ça, nos enfants qui ont 8, capacité 10, de 12 lecture ans, et de compter. C'est ça, les capacités, en fait, la formation de base. Et là, la recherche économique est univoque. Si on n'a pas cette formation initiale, et la recherche nous parle même des années de maternelle, à partir de l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, ça se ressent
quelques années plus tard, une décennie plus tard et une décennie et demie plus tard, sur la qualification. Donc, un vrai point d'attention parce qu'on s'expose aujourd'hui à quelque chose d'assez irréversible, en tout cas pour cette génération-là, de faiblesse relative des qualifications. Avec en plus une pandémie qui aurait été particulièrement dure pour les enfants dans les processus d'apprentissage, c'est ce que l'on vient d'apprendre à la faveur d'une étude. Natacha Valla, si on compare la France avec l'Allemagne, avec d'autres pays, est-ce qu'il y a des pays qui, en termes de formation de la main-d'œuvre, sont plus performants que nous? Alors, plus performants, c'est une question de jugement, mais en tout cas beaucoup plus riche en termes d'offres. On a souvent parlé dans les analyses des qualifications pays du système d'apprentissage, par exemple. Il y a 10 ans, je me souviens, on faisait un rapport à France Stratégie sur la France dans 10 ans. On regardait le système d'apprentissage allemand ou autrichien comme des vrais modèles. Et là, je pense effectivement qu'on a des modalités. Alors nous, à Sciences Po, par exemple, on met l'accent, on essaye vraiment de mettre l'accent sur les apprentissages parce que ça intègre vraiment le monde de l'entreprise au monde de l'université. Cette connexion, elle est absolument nécessaire dans les deux sens. Elle permet à l'université de comprendre quels seront les métiers de demain et elle permet aux futurs travailleurs employés de comprendre le monde de l'entreprise vers lequel ils se destinent. Donc ça, on n'en est pas aux prémices parce que ça avance quand même, mais on a beaucoup de chemin à faire, sans parler là je vous parle du premier lien vers le marché du travail, mais par la suite, ce sera également important. Mais Xavier Timbaud, cette crise, elle a aussi montrer à quel point notre industrie avait des faiblesses. On n'a pas trouvé de vaccin. On a vu que pour des produits extrêmement simples, vraiment de faible technologie comme les masques, voire les écouvillons, les petits cotons-tiges pour faire les masques, les tests, on n'arrivait pas à en fabriquer en France, ce qui a quand même révélé de graves faiblesses. Ce qui veut dire que finalement aujourd'hui, avec cet argent qui a été déversé dans l'économie, il y a une consommation, elle est là, peut-être pas suffisamment, mais on voit que la situation économique n'est pas catastrophique. En revanche, les faiblesses structurelles de l'économie française, notamment via notre système productif, ces faiblesses, elles demeurent. Alors, elle demeure et puis elle se révèle d'une certaine façon. C'est un des aspects qui peut être positif de cette crise, c'est d'être un révélateur en fait de ce qu'on est véritablement. Le pire souvent étant d'avoir une fausse idée de nos atouts et de nos faiblesses. Alors on est quoi véritablement, soyez? Alors je pense qu'il y a deux choses qui ont été, sur les points que vous évoquez, il y a 2 ou 3 choses qui ont été montrées. C'est l'Europe, et donc la France à l'intérieur de l'Europe, s'est construite sur l'idée qu'on était dans une globalisation qui était plutôt bien régulée, avec des règles, l'OMC, des spécialisations qui pouvaient s'organiser autour de ça, et que dans cette d'ailleurs globalisation, on avait des avantages qui étaient d'être plutôt bien éduqués et être capable de produire de la haute valeur ajoutée. En fait, on se rend compte que cette stratégie-là, elle n'est pas bonne. Alors, elle n'est pas bonne pour plusieurs raisons. D'abord parce que la globalisation, elle est très difficile à réguler. Et cette régulation s'est effondrée avec la Chine et Trump, le conflit qui remonte à l'administration Obama, mais qui a éclaté entre la Chine et les États-Unis avec Donald Trump. Donc, d'une part, il y a le risque que la mondialisation soit plus régulée. Et dans ce cas-là, vous voyez, quand vous êtes celui qui joue selon les règles, vous vous faites manger tout cru parce que les autres ne jouent pas selon les mêmes règles que vous. Que ce soit des subventions à des secteurs industriels, que ce soit des subventions à la recherche ou des formes de protectionnisme qui peuvent être extrêmement agressives. On pense par exemple à la structure de la propriété du capital en Chine pour les investisseurs étrangers. Donc là, il y a cette première approche naïve de la globalisation. Donc, la crise nous dit, mais attention, quand les choses deviennent très serrées et tendues, celui qui produit des masques, il va d'abord les réserver à sa population et il ne va pas gentiment les expédier à un coût très bas vers tous ceux qui demandent. Et il ne suffit pas d'avoir un peu d'argent pour pouvoir résoudre un problème. Donc il faut être capable d'organiser soi-même la production, peut-être à un coût un peu supérieur à ce qu'on peut attendre, mais il faut être capable de le faire, et ça veut dire d'avoir des compétences, d'avoir des capacités, et il faut réfléchir à ces capacités. Mais ça, c'est possible, parce qu'aujourd'hui, l'économie planifiée, ça n'existe plus, donc comment peut-on s'y prendre pour... C'est vraiment le problème, en fait, c'est qu'en Europe, on s'est mis dans la tête que l'économie planifiée n'existait plus.
Et on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas le cas en Chine. Alors, c'est compliqué comme réflexion parce que ça ne veut pas dire qu'il faut tout planifier, il faut tout contrôler, il faut pas revenir à une espèce de fantasme de l'URSS où l'économie est entièrement contrôlée de bureaux administratifs. Mais oui, il faut quand même avoir une capacité à pouvoir répondre à des besoins de crise. Les situations de crise aujourd'hui sont des situations qui nécessitent de l'économie. Un autre point qui est en lien avec ça, c'est la France a du mal à accepter sa position dans le monde, le fait d'être un petit pays dans l'ensemble du monde. Une puissance moyenne. Une puissance moyenne, mais même le terme de puissance moyenne est assez intéressant, parce que déjà il y a le mot puissance, et puis après il y a moyen, vous voyez. Enfin, celui de petit pays nous raconte une autre histoire finalement. Et ça, savoir à quelle échelle on est, c'est extrêmement important, en particulier dans le rapport avec l'Europe. Alors, l'Europe, jusqu'à maintenant, n'a pas été le moyen de transférer, en quelque sorte, notre côté moyen vers quelque chose qui serait un peu plus grand, parce que l'Europe était plus une collection de puissances moyennes, mais qui ne faisait que la moyenne des moyennes, en quelque sorte, et pas l'addition de ces moyennes. Peut-être que là aussi, le rapport à l'Europe doit être changé, et que notre diagnostic sur notre véritable position doit nous tourner vers l'Europe comme étant un instrument de puissance. Et encore une fois, il ne faut pas avoir forcément peur de ce mot. La puissance, elle est absolument nécessaire quand on est dans des situations de crise. Et ça, on s'en est rendu compte pendant la pandémie. Et puis après, il y a cette question aussi de la capacité d'innovation. Certains ont vu dans la crise un espèce d'avant-goût d'une décroissance, parce que brutalement on se retrouvait à ne plus travailler, donc on s'est dit tiens, ça serait ça la décroissance. En fait, on a plutôt été projeté dans le monde de l'hyper-innovation, dans lequel il y a une course folle qui s'est engagée pour produire en quelques mois ce dont on pensait au début de la pandémie qu'il aurait fallu des années pour le fabriquer. Et dans cette course folle à l'innovation, on s'est rendu compte que la France, mais aussi l'Europe, n'étaient pas très bien outillés pour ça. Donc voilà, Choose France, c'est une opération assez intéressante, c'est beaucoup du marketing. Ça pose la question de l'attractivité une vitrine d'attractivité pour des très grandes entreprises. Vous avez évoqué 3,5 milliards d'investissements. Ça représente à peu près 1% des investissements annuels en France. Donc c'est à la fois quelque chose, mais en même temps c'est très petit. Mais si on parle d'attractivité, peut-être qu'il faut s'intéresser à la question de l'attractivité de la France pour les chercheurs, par exemple. Aujourd'hui, les jeunes chercheurs en biologie choisissent d'aller travailler en Allemagne parce qu'ils sont mieux payés, ils ont plus de moyens que de rester en France. C'est une réflexion qu'on doit avoir. Quand ils vont en Allemagne, en plus, c'est pas très grave, mais quand ils vont aux États-Unis ou à Singapour, c'est beaucoup plus embêtant. Natacha Valla. Moi, finalement, ça me fait penser qu'on peut être assez optimiste sur l'attractivité de la France et de l'Europe, précisément en reflet à ce qui a été dit. On parle en général d'attractivité au niveau des coûts, au niveau des qualifications, au niveau de la valeur ajoutée. Mais je pense que cette crise a catalysé un mouvement vers une attractivité nouvelle qui a trait d'une part à la capacité d'un pays à embrasser la transition énergétique. On sait que les investisseurs aujourd'hui, j'en reviens à eux parce que c'est quand même eux qui ont les cordons de la bourse, ils cherchent quoi ? Ils cherchent des actifs verts, ils cherchent tout ce qui va se conformer à cette transformation du monde qui est devant nous pour la décennie qui vient, au moins. Et puis, au-delà de cette transformation, de transition, de l'aspect écologique de la chose, il y a la question des valeurs de l'entreprise et du contenu du capitalisme, finalement. Et aujourd'hui, on sait qu'en France, on est vraiment en pointe sur tout ce qui concerne la raison d'être des entreprises, pourquoi on fait les choses, quelle est la mission des entreprises. On a vu, il y a eu des cas emblématiques, bien sûr, je ne citerai pas Danone, mais cette réflexion, cette effervescence-là, c'est quelque chose qui peut vraiment attirer les investisseurs étrangers, qui peut vraiment donner un sens collectif et mettre finalement le sens avant le reste, le sens et les valeurs avant le reste. Et je pense que c'est vraiment une opportunité pour peu qu'on se donne la peine les moyens de la saisir. Mais parce que Danone est précisément le contre-exemple. Mais vous savez, un contre-exemple... Alors, il faut rappeler aux auditeurs pourquoi ce serait un contre-exemple. Alors, Danone, c'est une entreprise qui a voulu être pionnière. En France, nous sommes pionniers en France sur le statut des entreprises et ce qu'on appelle leur raison d'être qui se transforme en mission. On a été capable, par le biais d'une loi qui s'appelle la loi Pacte, ça a commencé
avec le rapport Nota-Sénard, mais sans revenir trop loin dans l'histoire, on a travaillé sur la gouvernance des entreprises et finalement sur l'idée de mettre le sens et les valeurs avant la norme. Et se dire, on sera capable de créer des entreprises où les jeunes seront heureux d'aller travailler, qui aura un impact positif sur la planète, un impact positif sur la société, et que cet impact positif-là, il aura une valeur la plus tangible possible, y compris pour les financiers. Et aujourd'hui, on est à un moment absolument clé dans la définition de la façon dont on peut rendre tangible cette valeur-là. Et ça, l'Europe peut être en pointe. Alors, j'ose pas encore dire qu'elle est en pointe parce que c'est une bataille qui a lieu aujourd'hui, mais on doit vraiment se donner les moyens d'être en pointe dans ce domaine-là parce qu'on arrivera, j'en suis persuadée, à devenir attractif pour ces raisons-là. Xavier Timbaud, précisément lorsque l'on voit l'attractivité de la France, alors vous nous avez dit quelles étaient nos forces et nos faiblesses, mais par exemple là, il s'agit notamment d'implanter des usines de batteries par exemple pour les véhicules électriques, parce que l'ensemble de la filière a prévu d'en finir avec le moteur à explosion, le moteur à essence, d'ici 2030, 2035, bref, à une échéance très rapide. Mais alors, on voit que ça va complètement désorganiser la filière, l'obliger à se réorganiser, qu'il va y avoir une multitude de conséquences parce que si les voitures devenaient électriques, cela aurait énormément de répercussions sur les garages. Bref, comment on peut imaginer l'avenir? Est-ce que dans ce contexte-là, précisément, eh bien, la France est bien placée? La France est bien placée pour différentes raisons, mais il faut faire attention à un certain nombre de vieux démons. Donc, on a évoqué quelques-uns des atouts de la France. Elle conserve un système éducatif, c'est un marché, c'est aussi un avantage. Enfin, on parle de batterie et d'industrie automobile. On sait aujourd'hui que les industries ont tendance à se rapprocher de leurs clients. Donc, le fait d'avoir un marché, c'est un atout. Elle est dans l'Europe, etc. Mais il y a quand même... Enfin, cette histoire de batterie, par exemple, est assez intéressante parce qu'il y a des vieux démons qui ressurgissent et qui, d'ailleurs, apparaissent aussi au moment de Choose France. On parle beaucoup d'attractivité. Il y a quelques années, Paul Krugman avait écrit un article sur la dangereuse obsession de la compétitivité. On pourrait remplacer mot pour mot compétitivité par attractivité. C'était quoi l'idée de Krugman? C'était de dire c'est dangereux de se comparer et de chercher à faire un peu mieux que les autres, parce qu'en fait, c'est pas ça qui fait au final la richesse d'une nation. Ce qui fait la richesse d'une nation, c'est son éducation, l'investissement, la façon dont la société est cohérente et en cohésion. Voilà. À l'occasion des batteries, on voit ces vieux démons ressurgir parce que on met en avant l'attractivité. On se dit, et un président de la République aujourd'hui se dit, pour avoir un bilan économique positif, il faut que j'explique que j'ai réussi à faire installer une usine de batterie ou une usine Intel, puisque Intel fait aussi le tour des pays européens pour demander, et c'est là où c'est des vieux démons, pour demander des subventions et des aides pour s'installer. Et en fait, il organise une espèce de concurrence entre les pays pour que le mieux-disant lui permette d'avoir des conditions qui seront le plus avantageuses pour lui. En fait, il arrive même, Intel, vous voyez, c'est le discours du PDG d'Intel, et de dire, en fait, vous avez 15% de différence de coût avec l'Asie, il faut me compenser cette différence de coût avec l'Asie. C'est des vieux démons parce que, vous voyez, aujourd'hui, l'Europe, elle se retrouve comme un espace dans lequel une grande entreprise globale, Intel, Tesla, peuvent arriver, mettre les pays en concurrence et obtenir ce qu'ils veulent. Ce qui est totalement. Mais alors pourquoi c'est pas bien? Expliquez-nous. C'est pas bien parce que on va faire du dumping. Gigafactory, Tesla veut installer son usine de batterie en Europe. Intel veut installer une usine de processeurs en Europe pour des raisons de sécurité, de souveraineté. C'est-à-dire que demain, si vous fabriquez des équipements téléphoniques avec des puces, vous allez exiger que ces équipements soient fabriqués sur votre territoire. Donc Intel et Tesla n'ont pas le choix. Mais ils arrivent aujourd'hui, en mettant les pays européens en concurrence, à dire « donnez-moi un avantage fiscal ». Voilà. Et les pays vont se battre pour donner cet avantage fiscal, ce qui va faire qu'on va créer des situations d'abord qui seront inégales en termes de concurrence, on va perdre de la base fiscale, alors que l'Europe aurait pu dire « écoutez, très bien, vous voulez vous installer en Europe, vous devez vous installer en Europe, parce que d'abord on va vous y obliger ». Et qu'on a les moyens de vous y obliger. Ensuite, parce qu'il y a un marché et que vous ne pouvez pas dédaigner ce marché. Mais est-ce que l'Organisation mondiale du commerce autoriserait l'Europe, par exemple, à dire ne donnez pas de subventions à Intel ou à Tesla? Sur les subventions, pas de problème. Bien sur sûr. Le fait de dire si vous ne vous installez pas en Europe, on n'achètera plus vos voitures parce qu'on ne veut plus que des voitures dont les batteries seraient produites en Europe. On ne dira pas ça, mais on dira...
pour les équipements électroniques qui sont stratégiques, parce que c'est les réseaux de communication, parce que c'est les systèmes d'information, nous exigeons un certain nombre de garanties de sécurité et d'accès aux lieux de production pour vérifier qu'il n'y a pas de backdoor dans les processeurs. De backdoor, de manière de s'introduire dans les machines. De portes dérobées pour s'introduire dans les machines. Et donc, Mais par exemple, sur les microprocesseurs, l'Europe a complètement perdu la bataille au profit de Taïwan notamment, et les microprocesseurs. Alors, elle a complètement perdu la bataille des années 2010, mais il y a une nouvelle bataille qui s'ouvre, celle des années 2020, et cette bataille-là, elle n'est pas perdue. Et pourquoi elle n'est pas perdue ? Précisément à cause de cet aspect de régulation. C'est-à-dire que maintenant que les processeurs sont au cœur de nos vies, et sont des éléments stratégiques, c'est-à-dire qu'on peut bloquer un pays si on a cette fameuse porte dérobée. Et donc, du coup, l'Europe peut dire, j'exerce ma souveraineté, je ne fais que protéger les droits et les libertés de mes citoyens. Et donc, j'ai toute la légitimité pour le faire. Ce n'est pas un problème de protectionnisme. Et du coup, j'exige que ces usines soient installées sur mon territoire. Et on n'organise pas la danse du ventre des pays pour séduire Intel. Je veux dire, si Intel vient s'installer en Europe, c'est parce qu'ils savent ça. Et du coup, renverser la situation et faire qu'Intel va obtenir des avantages qu'il n'obtiendrait pas ailleurs, parce qu'il y a cette situation de concurrence désorganisée et de souveraineté inexistante en Europe, c'est quelque chose qui est un vieux démon. Et on est dans la dangereuse obsession de la compétitivité. Chaque pays veut attirer et en faire un totem politique, en disant j'ai obtenu Intel en France pour flatter la fierté française. Mais ceci est une mauvaise chose. Il faut créer des emplois aussi quand même. Natacha Valla, est-ce qu'on a raison de se battre sur le plan de la compétitivité ? Est-ce qu'on manque de volontarisme politique à cet égard ? Moi, je pense qu'effectivement, avoir une approche harmonisée en Europe, c'est absolument fondamental. Une harmonisation fiscale mondiale au niveau de la fiscalité du capital, c'est quelque chose c'est un dossier sur lequel on avance collectivement, ce qui est intéressant. Ce qui nous permettrait de parler de la Suisse aujourd'hui, d'ailleurs, Guillaume. Mais sans parler de la Suisse et des territoires un peu particuliers, il me semble que le paradoxe, en fait, dans cette histoire, c'est que d'un côté, on a un G7 qui avance à marche forcée, et c'est une bonne chose, sur une réflexion collective autour, justement, de cette fiscalité-là au niveau mondial. Et puis, au niveau européen, on en est encore à se dire que finalement, on fait au mieux disant, on fait sur des questions fiscales qui ont été évoquées par Xavier, mais il y a aussi d'autres aspects de la fiscalité en Europe. Donc je pense qu'on doit résoudre entre nous ce paradoxe avant de vouloir être finalement performant au niveau individuel, parce que de toute façon, ce sera perdant-perdant. La question qui se pose très régulièrement sur ces conditions favorables posées à telle ou telle industrie, c'est que des engagements sont pris, des avantages sont octroyés, et puis finalement, alors il y a une décréation d'emplois, tout le monde est content, et on se rend compte qu'au bout du compte, la renégociation implicite est quasiment systématique, parce qu'à partir du moment où ça n'est plus intéressant, les entreprises plient bagages et les emplois sont... Donc là, il y a un système... Je ne suis pas contre l'idée de faire... je n'appellerai pas ça la danse du ventre, mais vraiment de faire en sorte d'être attractif, mais à condition d'avoir réellement des engagements, et les engagements sont aussi, eux, liés aux conditions générales, pour que les emplois qui sont créés soient pérennes et qu'il y ait des effets d'entraînement positifs sur le reste de l'économie. On doit réfléchir à ces aspects-là. Xavier Timbaud, je vais accéder à votre demande. Il vous reste quelques secondes pour dire du mal de la Suisse. Ah non, mais c'était juste pour évoquer la question de la fiscalité. J'avais bien compris, oui. Je sais que vous ne vouliez pas parler de foot, mais... Non, mais surtout en matière de foot, les Suisses ont été parfaitement respectueux des règles, et donc là-dessus, il n'y a rien à dire. En matière de fiscalité, c'est une toute autre chose, et je voulais juste pointer cet élément-là. Bon, on aurait pu parler du Luxembourg ou des Pays-Bas. Il se trouve que la Suisse est plus dans l'actualité aujourd'hui. Mais ce que l'on pourrait dire aussi en conclusion, c'est qu'un pays comme l'Irlande, avec là aussi une forme d'inéquité sur le plan fiscal, a attiré un grand nombre d'entreprises et tire une grande partie de sa prospérité de cette compétition fiscale. C'est clair, et c'est même l'incitation principale à ce que l'Irlande attire effectivement des multinationales. Mais quel est le résultat total de cette attractivité de l'Irlande? Elle est que des grandes entreprises payent des taux d'imposition qui sont très très bas, mais très très bas, c'est moins d'1% sur leurs bénéfices, au détriment
que ce soit des États-Unis ou des autres pays européens. Et après, ces entreprises prenant une place de plus en plus grande, après on dit ah oui, mais on n'a plus d'impôts, on ne peut plus financer de dépenses publiques, on ne peut plus financer d'éducation. Il y a un moment où il faut remettre l'église ou l'éolienne au centre du village, ça dépend qui vous êtes, et dire non, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas une organisation raisonnable et saine d'une économie de marché. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, et Natacha Valla, doyenne de l'école de management et de l'innovation de Sciences Po. On vous doit le futur de la monnaie aux éditions Odile Jacob. Je vous propose d'accueillir